Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette demi-heure de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66%, a annoncé le Conseil constitutionnel. Pour sa part, le président Alassane Ouattara est en tête des résultats partiels. Selon la commission électorale, ces résultats dépassent les 90% dans de nombreux pays, dans de nombreux départements du pays. Voilà pour les titres, restez avec nous pour le dérouler. Bienvenue dans votre journal. Il s'est tenu le vendredi 24 octobre 2025 la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire de la Liberté à Brazzaville sous le patronage du président de la République, chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Suivez. C'est une autre séquence de l'histoire glorieuse de l'arrondissement 6 Talangaï qui s'est jouée ce vendredi 24 octobre 2025 dans une liesse populaire. C'est le jour et l'instant de l'inauguration du complexe scolaire de la Liberté érigé dans l'espace compris entre l'avenue Marien Gouabi, la rue Éco et la rue Okoyo. Une fierté légitime pour les populations qui ont mêlé leur enthousiasme en ce jour mémorable à celle des corps constitués venus participer à cet événement. Une grand-messe est placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Bâti sur une superficie globale de 30 000 m², avec une capacité d'accueil de 10 000 élèves, le complexe scolaire de la Liberté est une autre dimension. Un nouveau paradigme initié par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a placé l'école au centre du développement. C'est à juste titre d'ailleurs que l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Talangaï, Priva Frédéric Ndeke, très explicite, a loué l'action du chef de l'État en faveur de la jeunesse, avant de prendre l'engagement de veiller personnellement à la bonne gestion de cette infrastructure scolaire haut de gamme. Le surgissement de ce joyau architectural a été rendu possible, faut-il le souligner, grâce à la responsabilité sociétale de la SNPC. Aussi, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Mexon Raoul Ominga, a-t-il annoncé la construction imminente des édifices similaires à Bakongo et à Makelekele, deux arrondissements de Brazzaville. Un engagement qui donne tout son sens à la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso sur la modernisation du système éducatif congolais. Cette inauguration s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de la Société nationale des pétroles du Congo. Mais au-delà, elle s'intègre dans une dynamique de large portée par la vision du président de la République qui, à travers son projet de société Ensemble poursuivons la marche, accorde une place centrale au développement du capital humain et principalement à celui de la jeunesse congolaise. En effet, l'école, vecteur essentiel de l'éducation morale et intellectuelle de nos enfants, au cœur des préoccupations de l'UNESCO, constitue non seulement une interpellation pour l'ensemble des acteurs sociaux, mais également un atout indéniable pour le développement durable et harmonieux de notre nation. Dans le sillage des orientations du chef de l'État, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a mis en exergue l'engagement d'assurer l'accès des jeunes Congolais à une éducation de qualité. Investir dans le capital humain est un gage d'avenir pour la nation, a déclaré Jean-Luc Mountou. Se pencher ainsi sur l'école, c'est se pencher sur la société congolaise dans sa globalité. C'est ici que s'exprime notre malthusianisme en matière d'éducation. Il consiste, à travers votre action, à garantir une scolarité accomplie à chacun de nos apprenants, améliorant par la même occasion l'offre éducative sur l'ensemble du territoire national. Cette démarche vous permet, plus que jamais, aujourd'hui mieux qu'hier, de maintenir de nombreux jeunes de votre pays, notamment ceux qui ont compris le sens de votre action et votre engagement, de les maintenir, disais-je, au sein d'un projet républicain intégré à partir duquel d'importantes ressources juvéniles trouveront inéluctablement leur chemin, j'allais dire leur liberté. La coupure du ruban symbolique par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le dévoilement de la plaque inaugurale
marque le début effectif des cours au complexe scolaire de la Liberté. Un complexe qui regroupe 2 écoles préscolaires, 6 écoles primaires, 2 collèges, un lycée et 14 logements de fonction, ainsi qu'une zone sportive aménagée, un poste de police et un poste de gendarmerie. À l'issue de cette inauguration, le président de la République, en répondant aux journalistes, a fixé l'opinion sur la légalité de l'opération spéciale de la lutte contre le grand banditisme menée par la DGSP dans le pays. Suivez. Après le dévoilement de la plaque inaugurale du complexe scolaire de la Liberté et le planting d'un arbre dans l'enceinte du dit établissement, le président de la République a effectué une visite des différents compartiments de cette infrastructure, notamment le préscolaire bâti sur une superficie de 1013 m², le primaire doté d'une médiathèque, le collège avec ses 20 salles de classe et le lycée avec ses 3 bâtiments R+1 construits sur une étendue de 2000 m². Des compartiments auxquels s'ajoutent des logements et espaces modernes pour le personnel enseignant et administratif, ainsi que des aires de jeu. Au terme de cette visite, le président de la République, visiblement ravi, s'est prêté volontiers aux préoccupations de la presse, dont celle de la préservation des acquis. Ici, Denis Sassou Nguesso a une fois de plus appelé au patriotisme pour briser l'infernal cycle de construction, destruction, reconstruction. Ce désastre est dû plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4-5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition de ses agents vivent à peine 1 an. À l'occasion du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, le chef suprême des armées instruisait l'ensemble de la force publique d'éradiquer complètement le phénomène du banditisme dans les grandes villes et autres localités du Congo. Constatant quelques insuffisances dans la mise en œuvre de cette instruction, Denis Sassou Nguesso a demandé à la Direction générale de la sécurité présidentielle, qui est l'une des composantes de la force publique, d'appuyer cette opération. Il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. La sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Ce sera la même chose partout. On agira prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville et s'enfuit dans d'autres, on les traquera dans ces autres villes et non, ils ne peuvent pas. Sur cette opération de lutte menée par la DGSP contre les jeunes en conflit avec la loi, cette intervention du chef de l'État est la première et fixe l'opinion sur le bien fondé de cette option. Pour cette inauguration, plus de 30 000 jeunes ont été mobilisés par la génération auto-entrepreneur. Suivez Michel Opakwele et Modeste Ololo.
Ils étaient plus de 30 000 jeunes venus des 9 arrondissements de Brazzaville à se rassembler pour saluer l'action du chef de l'État lors de l'inauguration de la nouvelle école de la Liberté. Cette mobilisation de la génération auto-entrepreneur conduite par Dean Elvis Okombetsalisson vise à accompagner et soutenir le chef de l'État à l'occasion de cet établissement qui est le symbole d'avenir et d'espoir pour la jeunesse congolaise qui marque sa volonté à s'impliquer davantage dans la vie nationale. Brandissant drapelés et rameaux, les jeunes ont défilé dans une ambiance de ferveur et d'unité allant de la pharmacie Verdo à l'église Kimbangiste. Pour Dean Elvis Okombetsalisson, cette mobilisation dépasse le simple cadre d'un événement. Mais nous avions demandé aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux papas, aux mamans de Talangaï de se mobiliser pour pouvoir non seulement accueillir le patriarche, mais aussi lui dire merci. Merci pour l'école de la liberté, mais aussi lui rassurer de notre soutien et de notre appui. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui cette vague bleue à Talangaï, mais ça ne fait que commencer. Mais nous disons que partout dans le Congo, les gens se mobilisent de façon que la vague bleue soit totale. Une petite marche symbolique a ensuite été organisée pour galvaniser la foule, d'où le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a félicité les initiateurs de cette réhabilitation. Il faut féliciter la SNPC, son PDG qui a pris une option sociale avec la fondation SNPC. Mais je crois que ça ne fait que commencer. Il faut que ce genre d'initiative se multiplie. Au président de la République, c'est de continuer à toujours se servir des cadres capables de faire ce genre de choses, de façon que nous puissions toujours avancer et que le Congo avance. À la sortie de la cérémonie, le président de la République a tenu à saluer chaleureusement la population, offrant un bain de foule empreint d'émotion et de satisfaction. Le 24 octobre 2025, cette date historique pour les habitants de Talangaï s'est clôturée dans une atmosphère festive, marquée par les animations du groupe Nouvel Horizon et la prestation de l'artiste Tidiane Mario pour le plus grand bonheur des jeunes participants. Rendons-nous à présent à Ouesso, où les autorités locales ainsi que la population de Ouesso ont été sensibilisées sur la caisse d'assurance maladie universelle CAMU en sigle par son directeur général Félix Mouko. La cérémonie a été patronnée par le préfet du département de Ouesso, Edouard Denis Okuya, en présence du maire de la ville, Armel Ga. Suivez Blaise Ebika, correspondant de TPT+, à Ouesso. Cette communication de sensibilisation sur la caisse d'assurance maladie universelle a été précédée par deux interventions. La première, celle de bienvenue du président du conseil municipal maire de la ville de Ouesso, Armel Sidobé Ga. La seconde, celle d'ouverture du préfet du département de la Songa, Edouard Denis Okuya. Toutes les deux autorités locales ont salué la mise en musique de la CAMU, un véritable instrument de solidarité sociale nationale et de prise en charge du régime sanitaire de tous les résidents en République du Congo. Ce programme traduit la volonté ferme du chef de l'État à garantir à chaque Congolaise et à chaque Congolais l'accès équitable à des soins de santé de qualité et sans distinction de statut social. Monsieur le préfet, monsieur le directeur général de la CAMU, c'est donc un pas très important vers la justice sociale et la solidarité nationale. C'est ainsi que la tenue de cette activité salvatrice, je dirais, dans notre agglomération témoigne de la détermination du gouvernement de rapprocher les politiques publiques de nos populations. Comme vous le savez peut-être pas, la CAMU a été créée par la loi numéro 19-27-2022. Son objectif est de garantir l'accès aux soins de santé à tous les citoyens, sans exclusion, afin de construire un Congo plus juste et plus solidaire. Je salue avec une considération particulière la présence parmi nous de M. le directeur général de la CAMU, qui a bien voulu sur la nous apporter un éclairage direct et répondre à nos interrogations. Le directeur général de la Caisse d'assurance maladie universelle, Félix Mouko,
a, dès l'entame de sa communication, déclaré que l'établissement du régime sanitaire d'assurance maladie universelle au Congo découle avant tout de la volonté ferme du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour qui l'état protecteur, c'est l'assurance maladie universelle qu'il attache du prix et entend rendre effective au Congo. On reconnaît que si ce régime se lance maintenant, c'est grâce à la volonté du président de la République qui a pris sa engagement. Dès son investiture, le fait d'une réalité et il n'y a pas encore qui va nous aider et surtout préciser qui n'ont construit que l'année 2025 c'est l'année active de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Félix Mouko a ensuite décliné les objectifs de la CAMU, les données institutionnelles de la dite caisse, lancée officiellement dans sa phase pilote le 25 avril dernier dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo. On peut parler du régime d'assurance maladie a été lancé dans une démarche pilote progressive. D'abord par une phase pilote. Une phase pilote qui devrait permettre de vérifier tous les processus, notamment d'enrôlement. Après la séquence de questions-réponses avec les autorités locales et les participants, tous en sont sortis satisfaits de la raison d'être et du bien fondé de la CAMU. L'un des participants, Sekou Lamine, de nationalité malienne, a exprimé son ressenti. Monsieur le journaliste, c'est une très belle initiative avec cette communication de la science maladie. Et surtout que, avec le coût et aussi l'assurance, surtout que c'est une assurance universelle avec un petit forfait dont vous pouvez être soigné dans les hôpitaux, avoir des produits dans les pharmacies. Mais c'est une belle initiative. À noter qu'en plus des villes sus-évoquées, la CAMU est présentement active à Dolizing, Kayi et Wesso. Dans cette dernière ville, 2 agents de la CAMU sont déjà en poste au siège de la direction de la CNCS de Wesso. Blaise Ebika. Parlons santé à présent. Les lentilles de contact sont devenues un accessoire de beauté très populaire, notamment chez les jeunes. Mais leur utilisation sans prescription médicale peut avoir de graves conséquences pour la santé des yeux. Pour en savoir un peu plus sur cette question, notre équipe a rencontré un ophtalmologue. Suivez-le dans ce reportage de Michel Opakwele et Fedrika Osibi. Elles sont petites, légères et invisibles à l'œil nu. Les lentilles de contact séduisent de plus en plus de personnes soucieuses d'embellir leur regard, qu'elles soient médicales ou simplement esthétiques. Mais derrière cet accessoire de beauté et de confort se cache parfois un risque réel pour la santé oculaire que les utilisateurs ignorent. C'est pourquoi un ophtalmologue rencontré nous fait part du danger des lentilles de contact. Lorsqu'on porte les lentilles, les complications, c'est avant tout l'infection. Qui dit infection, ça doit être une kératite, ça peut être une conjonctivite, et bien entendu, la cornée, c'est le premier milieu transparent du globe. S'il y a une atteinte, il y a déjà le risque de perdre la vue par évolution, parce que l'infection, c'est toujours une partie, ça évolue, ça devient une ulcération. De l'ulcération, on peut arriver jusqu'à la perforation du globe. Bien entendu, on peut perdre la vue lorsqu'on porte la lentille de contact. Et donc, c'est simplement pour dire quoi, que les lentilles de contact, quand on les porte
ça devait être par une indication d'un ophtalmologiste. Les lentilles mal entretenues peuvent causer des infections, des irritations, voire des atteintes graves à la cornée. L'ophtalmologiste a insisté sur l'importance de l'hygiène. La lentille de contact égale hygiène obligatoire et quotidienne. Ne nettoyez pas les lentilles avec l'eau de robinet. Là, c'est un risque grave. Donc les mesures d'hygiène, c'est beaucoup plus être sûr de nettoyer avec le produit approprié. Face à ce dilemme sanitaire, le médecin invite les utilisateurs à la prudence et à ne jamais négliger les conseils médicaux. Un message clair pour tous ceux qui veulent allier beauté et santé sans compromettre leur vie. Il faut d'abord considérer une lentille de contact comme un médicament. C'est mieux comme ça, pour caricaturer. Et si tout médicament ne doit pas être pris sans prescription, sinon on rentre dans l'automédication, c'est la même chose. Surtout quand on va aller les porter juste pour l'esthétique. Vous voyez, il y a ceux qui les portent et dorment avec, ce qui n'est pas bien. Et ceux qui ne les nettoient pas, il y a la poussière. Donc, le conseil qu'on peut donner à ceux qui portent des lentilles de contact sans prescription, c'est de faire très attention parce qu'il y a un risque grave d'infection, un risque grave de traumatisme de la cornée. Et une infection de la cornée et ou un traumatisme de la cornée, c'est un risque de perforation du globe oculaire. Entre mode et santé, le choix doit être vite fait. Le port de lentilles n'est pas un jeu d'esthétique, mais un acte médical qui demande prudence et responsabilité car l'œil est un organe très sensible. Une petite négligence peut avoir de grandes conséquences telles que la perte de vue. C'est pourquoi il faut consulter avant toute utilisation et respecter les consignes du professionnel de santé. À l'échelle internationale, précisément au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66% des voix, a annoncé ce lundi le Conseil constitutionnel. Suivez. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a annoncé ce lundi 27 octobre la réélection du président sortant Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat à la tête du pays. Selon les chiffres officiels, il aurait obtenu 53,66% des suffrages contre 35,19% pour son principal adversaire Issa Chiroma Bakary, qui revendique toutefois la victoire avec 54,8% des voix selon son propre décompte. Dans un contexte tendu, des manifestations de l'opposition ont été réprimées, faisant plusieurs morts et 2 dirigeants de partis alliés à Chiroma ont été interpellés. Le pays, confronté à de fortes divisions politiques, s'apprête désormais à vivre un nouveau mandat sous la présidence de Paul Biya. Bien avant la proclamation des résultats, des scènes de forte mobilisation ont secoué le dimanche la capitale économique Douala, où des centaines de manifestants sont descendus dans les rues à l'appel du leader politique Issa Chiroma Bakary, arborant des pancartes et scandant des slogans en faveur de la vérité des urnes. Images et commentaires. Des centaines de manifestants ont envahi les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, répondant à l'appel du candidat à la présidentielle du 12 octobre, Issa Chiroma Bakary. Le message est clair de la part de ces jeunes qui demandent aux autorités de reconnaître la victoire d'Issa Chiroma et de révéler les vrais résultats du scrutin ce lundi lors de la proclamation officielle. Cette marche aujourd'hui, elle est faite pacifiquement. On ne fait pas de casse, on ne fait rien. Tout ce que le peuple demande, c'est la vérité des urnes. Il faut que demain lundi 27, que le Cameroun sache, rien que la vérité. Le peuple ne demande que la vérité des urnes. C'est tout ce que nous demandons. À part ça, il n'y a rien que faire. Rien que faire, ce n'est que ça. Nous sommes un Cameroun. Le Cameroun de démocratie, là, nous le savons. Nous respectons bien le code électoral. À 2 semaines, nous n'en voulons pas. Pourquoi va-t-on reporter ces élections? Ça passe du 26, ça revient au 23 et puis du 27. Qu'attendons-nous de ce pays? Nous tous, pour mettre ce changement. Alors que plusieurs quartiers de la ville sont envahis par les manifestants, la police et les gendarmes anti-émeutes auraient tiré à balles réelles dans le quartier de New Bell. 2 personnes ont été touchées et d'autres sont en soins intensifs dans un hôpital de Douala. La tension monte alors que les villes de Garoua, Maroua, Mengenga, Kaélé et Bertoua font écho aux appels de cette manifestation nationale.
Au Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est en tête des résultats partiels publiés dimanche par la commission électorale qui dépasse les 90% dans de nombreux départements du pays comme Kani. Suivez. Le président ivoirien Alassane Ouattara est en passe de briguer un 4e mandat si les premiers résultats publiés dimanche par la commission électorale dépassent les 90% dans de nombreux départements du pays comme à Kani ou encore à Ferkessédougou. Le score définitif sera annoncé à la mi-journée. Samedi 25 octobre, près de 9 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour leur nouveau président. Leur choix devait se faire entre 5 candidats, le président sortant, et 4 candidats d'une opposition divisée. Simone Eivet, Henriette Lagou, Aoudon Melo et Jean-Louis Billon. L'ancien ministre du Commerce de Côte d'Ivoire a d'ailleurs déjà concédé sa défaite face au président Ouattara. La campagne électorale a été marquée par l'exclusion du scrutin de 2 rivaux du président Alassane Ouattara, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les 2 politiciens ont été empêchés de se présenter, Laurent Gbagbo en raison d'une condamnation et Tidjane Thiam pour avoir acquis la nationalité française. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme, à l'exception d'environ 200 localités où des incidents ont été signalés. Au Soudan, les paramilitaires revendiquent le contrôle d'El Fasher. Les forces du général Mohamed Hamdan Dagalo parlent de tournant dans la guerre qui les oppose à l'armée. Suivez. Au Soudan, la désescalade n'est pas encore d'actualité. Alors que la guerre se poursuit, les forces de soutien rapide ont annoncé avoir pris ce dimanche le contrôle d'El Fasher, bastion de l'armée. Les paramilitaires affirment avoir détruit des véhicules militaires ainsi que du matériel au quartier général de la 6e division de l'armée. La ville d'El Fasher, assiégée depuis 10 mois, était le théâtre d'intenses combats entre l'armée soudanaise et les forces du général Mohamed Hamdan Dagalo. L'armée soudanaise n'a pas encore confirmé la chute de la localité. En cas de confirmation, les FSR seraient de facto maîtres de toute la région du Darfour. Selon l'ONU, 260 000 civils manquent de nourriture, d'eau et de soins dans la ville d'El Fasher. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi.